Merci beaucoup pour l'introduction. J'ai la chance de faire ma thèse à Oxford avec James Maynard et Ben Green, qui sont deux mathématiciens, entre autres en théorie analytique des nombres. Aujourd'hui, je vais vous parler des travaux de James Maynard, qui concernent pour la plupart les nombres premiers et leur distribution, ainsi que les nombres premiers qui ont certaines propriétés. Alors, voilà le plan de l'exposé. On va faire une petite introduction, puis on va parler de l'échelle macroscopique de la distribution des nombres premiers, c'est-à-dire si on prend un grand intervalle, combien il y a de nombres premiers à l'intérieur. C'est plus facile que la question suivante, qui est l'échelle microscopique. Si on regarde des petits intervalles, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on peut détecter des nombres premiers dedans? Pour quelle taille? Quelle est la distribution? On va regarder les petits écarts entre les nombres premiers, les grands écarts entre les nombres premiers. Puis on va parler d'un sujet assez différent qui est les approximations de nombres réels par des nombres rationnels. Et je vais conclure en mentionnant d'autres résultats de James. Est-ce que vous voyez tous? Oui. Alors, introduction. D'abord, il faut passer par là. Je vais expliquer quelques notations qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, on dit que là, j'ai pris deux fonctions positives. On dit que f de x est un grand taux de g de x si on a l'inégalité f de x plus petit qu'une constante g de x. Donc la constante peut être très grande, mais nous, en théorie analytique des nombres, on se fiche souvent des constantes. Et on écrira aussi plus petit que g de x. Donc ça ne veut pas dire que f est beaucoup plus petit que g. Ça veut dire que f est plus petit à une constante près que g. Alors, on a aussi cette autre notation avec deux arcs de cercle. Ça veut dire que f et g ont le même ordre de grandeur. Donc ça veut dire qu'en fait que f est plus petit que g et g est plus petit que f. Donc il existe deux constantes, celle que f est encadrée entre deux multiples de g de x comme ça. D'accord? Et puis ça, c'est une notation plus courante. F est asymptotique à g si leur ratio tend vers 1 quand x tend vers l'infini. Donc voilà, ils ont la même croissance. Ça veut dire que on a ces inégalités-là, mais la constante c et l'autre constante petit c, elles tendent vers 1 si on veut quand x tend vers l'infini. Alors d'autres notations. Quand j'écris n, ça ne contient pas 0. Quand j'écris log, c'est toujours le log en base e. C'est le logarithme naturel. Le cardinal de s, j'écris comme ça. P, c'est toujours pour un nombre premier. Et puis phi de q. Phi, c'est la fonction indicatrice de l'aire. Phi de q, c'est le nombre d'entiers entre 1 et q qui sont premiers avec q, qui n'ont pas de facteur premier. Ok, alors voici James Maynard dans son jardin, en train de lire un livre sur la théorie du crible, qui est une de ses spécialités. James a obtenu son doctorat en 2013 à l'université d'Oxford. Son directeur de thèse était Roger Heath Brown. Puis, il a fait un certain nombre de post-docs au Canada, aux États-Unis, de retour à Oxford, et il devient professeur à 30 ans en 2017 à l'université d'Oxford. 5 ans plus tard, en 2022, il obtient la médaille Fields pour ses travaux. Alors, pourquoi étudier les nombres premiers? Il y a une première réponse, c'est que les nombres premiers sont très utiles dans la vie de tous les jours. Vous utilisez le nombre premier tous les jours. Quand vous utilisez votre téléphone, vous allez sur Internet, vous envoyez un mail, vous faites un virement, etc. C'est utilisé en cryptographie. Mais les propriétés qu'on va étudier aujourd'hui, elles ne sont pas nécessairement utiles en cryptographie et ce n'est pas la raison pour laquelle on est vraiment intéressé par les nombres premiers. On est plutôt intéressé parce que ce sont des objets extrêmement naturels. Les objets les plus simples des mathématiques, c'est les nombres entiers, 1, 2, 3, 4. Et les nombres premiers sont les constituants fondamentaux des nombres naturels. C'est comme les atomes pour un chimiste. Mais non seulement ils sont très naturels, mais ils sont difficiles à comprendre. Donc il y a énormément de problèmes qui concernent les nombres premiers. C'est des questions extrêmement naturelles qu'on a envie de savoir. Et ils restent complètement mystérieux. Alors, voici un exemple de problème qui ne parle pas tout de suite des nombres premiers, mais c'est pour montrer que c'est très naturel. Donc, quand on est à l'école primaire, on apprend la table de multiplication.
Et on peut se demander combien y a-t-il de nombres dans la table de multiplication n fois n. Donc de nombres différents. Donc là, j'ai colorié dans la même couleur les nombres qui étaient égaux. Certains d'entre eux. Alors, combien là? Et donc, comme il y a des répétitions, ce n'est pas un problème très facile. Alors, si on veut, on peut utiliser un ordinateur pour prendre n de plus en plus grand, regarder comment ça croît, essayer de deviner la réponse. Mais je pense qu'on n'arrivera jamais à deviner la réponse. La réponse qui a été trouvée par Ford en 2005. Ça, c'est le nombre de nombres différents dans la table de multiplication n fois n. Donc c'est n carré, c'est le nombre total, divisé par cette fonction qui tend vers l'infini, log n exposant delta pour cette constante étrange, log n exposant 3 demi. Voilà. Donc c'est un résultat extrêmement impressionnant qui répond en partie à une question fondamentale. Je crois qu'on ne trouvera jamais exactement les constantes ici. Pour ce résultat qui concerne les nombres entiers, on a besoin de connaître un grand nombre de choses sur la distribution des nombres premiers, ce qui est logique, puisque dans le problème précédent, on avait des répétitions à cause de la factorisation en nombres premiers. Donc je vous ai montré un problème qui a été résolu. Maintenant, je vais vous parler de 4 problèmes qui n'ont pas été résolus. Ce sont des problèmes qui ont été posés par Landau en 1912 au Congrès international des mathématiciens. C'était des problèmes qu'il appelait inattaquables. Alors le premier, c'est la conjecture de Goldbach. Tout entier n pair est somme de deux nombres premiers. La deuxième, c'est une infinité de nombres premiers jumeaux. Donc c'est un nombre p, tel que p et p plus 2 sont tous les deux premiers. La troisième, c'est la conjecture de Legendre. Entre deux carrés, on peut toujours trouver un nombre premier. Et enfin, il existe une infinité de nombres premiers de la forme n carré plus 1. Donc tous ces problèmes sont ouverts aujourd'hui. Et pourtant, dans les dernières décennies, il y a eu des progrès remarquables pour certains de ces problèmes. Maintenant, je vais commencer l'analyse de la distribution des nombres premiers avec l'échelle macroscopique. Alors, voici les nombres premiers jusqu'à 1000. Donc, ça commence en haut, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Et puis, j'ai continué à la ligne d'en dessous, etc. D'accord? Voilà les nombres premiers. Qu'est-ce qu'on remarque? Bon. D'abord, on remarque qu'il y en a quand même beaucoup. Et puis, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, à part leur nombre qu'on peut étudier, le reste, ça a l'air d'être assez aléatoire. Ça, c'était jusque 1000. Et maintenant, on peut regarder entre 100 000 et 101 000. Donc, c'est encore là une fenêtre de même taille, mais beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, il y en a à peu près 2 fois moins. Mais il y en a quand même beaucoup. Donc, en fait, ils deviennent de plus en plus rares, mais la décroissance de la densité, elle n'est pas très rapide. Donc voilà la question qu'on se pose. Combien y a-t-il de nombres premiers plus petits que x? Et on va faire tendre x vers l'infini. Donc cette quantité, on l'appelle pi de x. Et dans les années 1790, Gauss et Legendre, on ne sait pas exactement qui était le premier, ont conjecturé que pi de x, c'est asymptotique à x sur log x. Donc la densité, c'est 1 sur log x, c'est ça qui décroît lentement. D'accord. Alors, pourquoi ont-ils conjecturé ça? Ils avaient des tables avec le nombre de nombres premiers. Et donc, voici une table. Alors, là, on va avoir x qui grandit par multiple de 100, et puis pi de x. Et puis, j'ai calculé x sur pi de x. Et donc là, on voit qu'on augmente de 4 à chaque fois, environ, 4,6. Si on regarde à partir d'ici. Et donc, en fait, on dirait que x sur p de x, ça croît linéairement avec l'exposant ici de 10. Et donc ça voudrait dire que pi de x, c'est une constante x sur log x. Et il se trouve qu'ils ont conjecturé que la constante était 1. Mais leur conjecture est remarquable, puisque nous, on a
tableau jusque 10 exposant 14, mais eux, ça s'arrêtait à 10 exposant 6. Alors, Chebyshev, beaucoup plus tard, a réussi à démontrer que pi de x est x sur log x. Cette notation-là, je rappelle, ça veut dire que pi de x est compris entre deux constantes, x sur log x. Donc c'est moins fort que ça, puisque ça dit que les deux constantes petit c et grand c, asymptotiquement, on peut les prendre 1. Puis en 1859, Riemann a introduit la fonction qui s'appelle la fonction zeta de Riemann d'une variable complexe. Elle existait déjà avant, mais c'est la première fois qu'on l'étudie avec une variable complexe. Et puis, il a expliqué une méthode pour étudier les nombres premiers, et il a formulé son hypothèse de Riemann. Et puis, en utilisant ces idées, Hadamard et Delavallee-Poussin, en 1896, ont démontré le théorème des nombres premiers, pi de x asymptotique à x sur log x, en utilisant les idées de Riemann. Donc voilà, c'est un des théorèmes les plus importants en mathématiques. On sait compter le nombre premier dans une grande fenêtre entre 1 et x. Donc, on a autrement dit que pi de x, c'est x sur log x plus une erreur. Et l'erreur, qu'est-ce que ça veut dire le théorème des nombres premiers? Ça veut dire que l'erreur, c'est une proportion du terme principal qui tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Donc l'erreur, c'est epsilon de x, x sur log x, où epsilon, c'est une fonction qui tend vers 0. Mais maintenant, si on veut aller plus loin, il faut étudier cette fonction epsilon. En fait, on voudrait montrer qu'elle tend rapidement vers 0. Ça voudrait dire que x sur log x, c'est une très bonne approximation de pi de x. Mais à quelle vitesse est-ce que tend vers 0? C'est la question. Alors, à la place de x sur log x, on va utiliser une autre fonction, li de x. C'est juste l'intégrale de 1 sur log t dt, mais voilà, ce n'est pas une fonction très méchante. C'est juste qu'il n'y a pas de forme exacte à part cette intégrale. Donc ça, c'est équivalent à x sur log x. Donc, on a évidemment exactement la même formule en remplaçant x sur log x par li de x. Mais en prenant ça comme terme principal, en fait, on améliore la décroissance de epsilon 2 de x. Donc voici un exemple. Si x est égal à 10 exposant 14, alors voici la valeur de pi de x. Et la différence pi de x moins x sur log x, c'est ça. Donc c'est à peu près 3,2% du terme principal. Alors que pi de x moins li de x, c'est 0,0000098%. Donc c'est tous les deux des très bonnes approximations de pi de x, puisque le pourcentage va tendre vers 0 quand x tend vers l'infini, mais ce pourcentage-là, il tend vers 0 beaucoup plus rapidement. Et en fait, ce que ça veut dire, si on regarde bien, c'est que pi de x et li de x, c'est deux nombres très grands, pour x qui vaut 10 exposant 14, ils sont d'accord pour la moitié des chiffres. Si on regarde un peu la taille. Donc ça veut dire que la moitié des chiffres va être correcte, et puis là, ça va être incorrect. Et ça, c'est l'hypothèse de Riemann. C'est que la différence entre les deux est plus petit que x exposant 1,5 et plus peut-être un facteur log. Donc, ce 1,5, ça veut dire que la moitié des chiffres sont corrects. Alors que si on prenait x sur log x, on n'aurait pas une borne aussi forte. Mais ça, c'est l'hypothèse de Riemann. Si vous la démontrez, vous gagnez $1 million. Mais voilà, on n'a pas du tout quelque chose comme ça pour le moment. Mais on a quelque chose qui est déjà pas si mal que ça. Donc en fait, pour chaque exposant qui vous intéresse, la différence est plus petite que x sur log x avec cet exposant. D'accord? Alors on a même une forme plus précise de Vinogradov-Koroboff, mais la formule est encore plus compliquée. Donc la différence entre les deux, c'est que là, l'exposant de x est 1, alors que là c'est 1,5, donc c'est beaucoup plus petit. Mais on gagne quand même, parce que chacun de ces termes-là, c'est x sur log x, et là c'est x sur une puissance de log x beaucoup plus grande. Donc ça, c'était pour la distribution des nombres premiers, l'échelle macroscopique, c'est-à-dire une très grande fenêtre. Maintenant, on va regarder l'échelle microscopique. Par exemple, deux nombres consécutifs. L'écart entre deux nombres premiers consécutifs,
Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Voilà, comment ça se passe. Donc, écrivons Pn pour le nème nombre premier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'écart Pn plus 1 moins Pn? En fait, l'écart, on peut le calculer en moyenne très facilement avec ce qu'on a vu précédemment. Donc si on fait la moyenne, c'est tous les écarts Pn plus 1 moins Pn et on divise par le nombre de nombres premiers. Comme ça, c'est une somme télescopique. La moyenne est équivalente à log x. Ça, c'est le théorème des nombres premiers. Parce qu'on obtiendra x sur log x. Donc l'écart moyen, on le connaît. Donc si on prend les nombres entre 1 et x, l'écart moyen, c'est log x. Mais est-ce que... On a vu que l'écart, il n'est pas constant. Il y a des variations, des fluctuations qui ont l'air un peu aléatoires. Et donc on peut se dire que souvent, l'écart va être beaucoup plus petit que la moyenne ou beaucoup plus grand. Est-ce qu'on peut démontrer des choses dans cette direction? Donc voilà les cas extrêmes. Est-ce que l'écart peut être extrêmement petit? En fait, la conjecture des nombres premiers jumeaux, c'est que l'écart peut être égal à 2 pour une infinité de n. Donc dans ce cas-là, on est beaucoup plus petit que la moyenne. L'autre question, est-ce que l'écart peut être très grand? L'écart entre deux nombres premiers est plus petit que x. L'écart le plus grand possible, donc c'est une fonction de x. Donc on se prend un x très grand et puis on regarde quel est l'écart entre deux nombres premiers plus petits que x. Donc c'est une fonction de x et puis quel est son comportement quand x tend vers l'infini. C'est deux questions complètement fondamentales et c'est les questions les plus naturelles qui viennent après la question de savoir combien il y a de nombres premiers. Alors commençons par les petits écarts. J'ai repris le dessin tout à l'heure et cette fois-ci, j'ai entouré les nombres premiers jumeaux. Donc là, on voit toutes les paires avec deux nombres premiers qui diffèrent de 2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup. Bon, alors on va aller plus loin dans la droite des nombres. Là, je commence à 100 000 comme tout à l'heure. Il y en a. Voilà. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même. On voit quand même qu'il y en a nettement moins. En proportion du nombre de nombres premiers, ça décroît plus rapidement. D'accord. Donc la question c'est, si on continue à aller de plus en plus loin, est-ce qu'il y en aura encore ou pas? Est-ce que ça s'arrête? Et il y a la conjecture qui dit qu'on pense qu'il y en a une infinité, mais pourquoi est-ce qu'on devrait être d'accord avec cette conjecture? Donc pour ce faire, pourquoi pense-t-on qu'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux? On va prendre un modèle aléatoire des nombres premiers. Donc le modèle aléatoire, on va pouvoir l'étudier, parce que c'est juste, voilà, on va lancer des pièces. On va pouvoir savoir dans le modèle, est-ce qu'il y a une infinité de pseudo-nombres premiers jumeaux? Ce ne sera pas des vrais nombres premiers, puisque ce sera des entiers aléatoires. Et puis si on pense que les nombres premiers se comportent comme le modèle aléatoire, alors on saura que la conjecture est raisonnable. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc pour chaque entier n plus grand ou égal à 1, indépendamment, on va lancer une pièce. Donc vous avez tous les entiers naturels, et pour chacun, on lance une pièce. Et puis, si c'est pile, on va dire qu'on a un nombre premier. Et si c'est face, on va dire qu'on n'en a pas. Alors, comme vous avez remarqué, on va lancer une pièce de 50 pence du roi Charles III, puisque ça fait une semaine exactement qu'il a été couronné. Alors, quelle probabilité on va choisir? On va prendre 1 sur log n pour que ce soit un nombre premier, et puis 1 moins sur log n pour que ce ne soit pas un nombre premier. D'accord? C'est ça la probabilité qu'il faut prendre, étant donné qu'on connaît déjà le théorème des nombres premiers qui nous dit que c'est exactement ça la densité des nombres premiers. Ok? Vous pouvez imaginer, vous lancez une infinité de pièces de monnaie, et puis vous obtenez une suite, et grâce à ces probabilités-là, la suite qu'on obtient, elle ressemble un peu au nombre premier, parce qu'il y aura la même densité, et puis c'est aléatoire, d'accord? Donc après, on peut regarder, est-ce que, quand on regarde cette suite, est-ce qu'avec grande probabilité, on a une infinité de nombres premiers jumeaux ou pas? Donc, on définit P, la suite aléatoire des entiers où on a obtenu pile. Alors, on regarde
l'espérance du nombre de premiers jumeaux, du nombre de nombres premiers jumeaux inférieur ou égal à x. D'accord? Et ça, ben, on peut sortir la somme, et puis comme c'est indépendant, on obtient que c'est asymptotique à x sur log x carré, parce que chacun des deux arrive avec une probabilité 1 sur log x. D'accord? Donc dans ce modèle très très simple pour les nombres premiers, on sait compter le nombre de nombres premiers jumeaux, il y en a x sur log x carré. Et ça, évidemment, ça tend vers plus l'infini. Donc il y a quand même pas mal de nombres premiers jumeaux dans le modèle aléatoire. Mais ça marche pareil en remplaçant 2 par 1. Mais c'est une très belle observation, c'est que si on fait n plus 1 ici, le calcul marche encore. Et donc, dans le modèle, on va avoir une infinité de paires de nombres qui sont soi-disant des nombres premiers et qui diffèrent de 1, mais on sait bien que c'est pas vrai. Donc en fait, comme vous l'avez très bien remarqué, il faut modifier le modèle parce que ce n'est pas une très bonne représentation des nombres premiers. D'accord? En fait, le modèle, il n'est pas sensible du tout à l'arithmétique. Et il a oublié que la plupart des nombres premiers sont impairs, ne sont pas multiples de 3, etc. Et donc, on va modifier le modèle exactement pour cette raison, pour éviter ce problème. Donc, on va raffiner le modèle de Cramer. Donc, le modèle précédent s'appelle le modèle de Cramer. Et maintenant, donc je ne vais pas donner la définition exacte du nouveau modèle, mais on sait déjà que c'est intéressant de lancer une pièce que quand n est impair. D'accord? Mais en faisant ça, il faut changer les probabilités. Ce ne sera plus 1 sur log n, ce sera 2 sur log n. Puisque comme on lancera la moitié des pièces, il faut compenser. D'accord? Mais pourquoi s'arrêter à 2? En fait, on peut faire avec 2 et 3. Et en fait, on peut prendre les k premiers nombres premiers, et puis on lance une pièce que quand on est divisible par aucun de ces nombres premiers. D'accord? Et donc, au plus on prend k grand, au plus le modèle est raffiné. Et pour chaque k, on peut calculer l'espérance ici. Et alors, ce qui va changer, c'est qu'on aura une constante qui n'est pas 1. On va changer la constante pour chaque k. Et puis, en fait, on peut même prendre k qui tend vers l'infini et regarder la constante, qu'est-ce qu'elle devient. Et donc, en faisant exactement ça, on fait tendre k vers l'infini, on trouve que la constante ici, c'est ce nombre-là, 1,32 quelque chose. Donc le modèle raffiné, il est beaucoup mieux. Ça s'appelle le modèle de Cramer-Granville. Et lui, il détecte la parité, etc. Et il a une prédiction différente, mais pas si éloignée que ça, le modèle classique. Donc la constante n'est pas la même. La constante là, elle est très naturelle. Je ne vais pas expliquer précisément pourquoi, mais pour chaque nombre premier, vous allez avoir une petite variation du fait que une rectification du fait que vous devez exclure les n qui sont divisibles par p. D'accord? Le produit porte sur les nombres premiers. Là. Ça, P, c'est toujours les nombres premiers. Donc ça, c'est le produit sur tous les nombres premiers. Oui? Le fait que C2 est plus grand que 1, c'est vrai. On aurait pu penser que justement, ça rendait la constante qu'on était devant, on aurait pu penser qu'il y avait bien plus petit au fur et à mesure qu'on raffine. Donc en fait, on pourrait penser l'un ou l'autre. En fait, comme on va compenser en augmentant les probabilités, quand on enlève les nombres impairs, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va arriver, mais ce qui se passe, c'est que la constante est plus grande que 1, en effet. Et donc ça, c'est une vraie conjecture. Donc en fait, tous les théoriciens analytiques des nombres pensent que le nombre de paires de premiers jumeaux, c'est asymptotique à ça. Mais on ne sait pas le démontrer. Donc en fait, en théorie analytique des nombres, il y a beaucoup de choses qu'on pense que c'est vrai, mais on ne sait pas le démontrer. Alors maintenant, je vais parler des résultats de ce qu'on sait vraiment démontrer sur l'écart entre les nombres premiers. Ça a commencé en 1940 avec Erdős. Et puis il y a eu tous ces noms-là. Donc, qu'est-ce qu'il a démontré? Erdős a démontré qu'il existe une constante strictement plus petite que 1, telle que l'écart, Pn plus 1 moins Pn, c'est plus petit ou égal à C fois log Pn, pour une infinité de valeurs de n. D'accord? Donc en fait, si la constante est égale à 1,
cette inégalité-là nous dit juste que l'écart est plus petit ou égal à la moyenne. D'accord? Mais ça, c'est trivial. L'écart, elle va être infiniment souvent plus petit ou égal à la moyenne, mais lui, il arrive à aller juste une fraction, juste un tout petit peu plus petit que 1 de la moyenne. D'accord? Donc c'est le premier résultat non trivial d'Erdős. Et puis tous ces gens-là, ils ont amélioré C, exactement. Mais pas de beaucoup, parce que C, c'était juste un tout petit peu en dessous de 1. Et puis quand on est arrivé à Mayer, C, c'était juste en dessous de 1 quart. Voilà. Donc c'est un problème très difficile, et la preuve de Mayer, elle est très difficile aussi. Bon. Et puis, en 2005, Goldstone, Pins et Yildirim, on les appelle GPY, ils ont démontré qu'en fait, la constante, elle peut être arbitrairement petite. Donc ça, c'était un énorme résultat. Donc pour tout epsilon, il existe une infinité de nombres premiers Pn, tels que Pn plus 1 moins Pn est plus petit que epsilon log n, plus petit qu'une fraction de la moyenne. Ça, c'était en 2005, et en 2007, ils ont remplacé epsilon log Pn par... Enfin, en fait, ils ont donné vraiment quelle est la décroissance de epsilon quand n tend vers l'infini. Donc leur borne, en fait, c'est Pn plus 1 moins Pn est plus petite que racine de log Pn, donc plus petit que racine de la moyenne. C'est beaucoup plus petit que la moyenne, donc c'est très fort. Ça, c'était en 2007. Et puis, en 2013, encore plus grand résultat, Yitang Zhang démontrait que Pn plus 1 moins Pn est plus petite que 70 millions pour une infinité de valeurs de n. Ça, c'est extrêmement fort. Donc la fonction à droite, la borne supérieure, elle ne tend plus vers l'infini. Non seulement elle est plus petite que la moyenne, mais en fait, c'est juste une constante. Donc ça, c'était vraiment le choc de l'année. Alors, Yitang Zhang a une histoire assez incroyable, puisqu'après son doctorat, il a arrêté les mathématiques pendant un temps. Il faisait des petits boulots, il a fait chauffeur, il a travaillé dans un motel, voilà. Et puis après, il est revenu quand même à l'université, et il donnait des cours. Mais dans son temps libre, il s'attaquait à des problèmes très difficiles. Alors d'habitude, ça ne marche pas. Mais... En moyenne, ça marche. Mais, de façon incroyable, il a réussi à démontrer une amélioration dans la technique de GPY. Donc c'est une amélioration très technique qui lui a permis d'obtenir exactement ce résultat. Donc maintenant, je vous ai fait une ligne du temps. Maintenant, je vais zoomer sur l'année 2013, puisqu'il s'est passé des choses après lui. Donc en avril, Yitang Zhang a entré cette borne. Et puis, entre juin et octobre, Terence Tao, vous connaissez sans doute, a lancé le projet Polymath 8. Au début, il s'appelait Polymath 8, après il s'est appelé Polymath 8a, vous verrez pourquoi. Le projet, c'était d'étudier la preuve de Zhang et d'optimiser toutes les étapes de ces arguments pour essayer de réduire cette constante le plus possible. Et donc, il y avait une cinquantaine de mathématiciens qui ont travaillé là-dessus, et ils sont arrivés à 4680. Bon. C'est une démonstration de combien de pages? En fait, ils n'ont pas publié, je crois, le résultat tout de suite, parce qu'après, il y a eu des améliorations, mais à la fin, je crois que ça fait une centaine de pages. Donc, voilà le résultat. Sauf que pendant ce temps-là, James Maynard, lui aussi, il travaillait sur ce problème. En fait, il était intéressé par les idées de GPY avant le résultat de Zhang. Et en fait, il a fait des améliorations différentes de celles de Zhang. Et en novembre, tout seul, il a réussi à faire 600. En fait, sa preuve, elle est beaucoup plus puissante et elle simplifie des parties de Zhang. Elle est assez différente en soi. Il est arrivé à faire beaucoup mieux que 50 mathématiciens réunis. Ça, c'était en novembre. Et puis, Polymath 8b a été lancé. Et ils ont réduit cette constante jusqu'à 246, et ça, c'est le record. Et donc, sans nouvelles idées, on ne peut pas descendre en dessous de 246, il faut vraiment quelque chose de supplémentaire.
Donc, je vais expliquer le résultat de Maynard, qui n'est pas seulement en fait d'améliorer cette constante à 600, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, le résultat de Zhang, c'était que pour cette constante C, il existe une infinité d'intervalles n, n plus c, où n est un nombre naturel, qui contiennent au moins deux nombres premiers. D'accord? Mais sa démonstration, elle s'arrête vraiment à 2. Il n'arrive pas à obtenir des intervalles avec au moins 3 nombres premiers. La démonstration de Maynard, quant à elle, elle a dit qu'on pouvait trouver des intervalles de longueur bornée avec 3 nombres premiers, et même 4 ou m nombres premiers pour chaque m. Donc pour chaque m fixé, il existe une borne Bm avec la propriété suivante. Il existe une infinité d'intervalles entre n et n plus Bm. Donc pour chaque m, b et m, c'est une constante qui contient au moins n nombres premiers. Et puis il a donné une version explicite de ce résultat. Donc en fait, Bm, ça grandit vite, ça croît exponentiellement vite en m, mais c'est une vraie constante finie. Alors qu'avant, on ne savait pas du tout. Donc, cette technique étant beaucoup plus générale, il a réussi à aller beaucoup plus loin en ayant des intervalles avec m nombres premiers. Ça, c'est son résultat le plus connu. Mais il a fait d'autres choses. Entre autres, avec les grands écarts entre les nombres premiers. C'est ça qu'on va regarder maintenant. Donc, on a vu qu'infiniment souvent, les nombres premiers sont très rapprochés. Non seulement on peut en trouver deux très rapprochés. Donc, la constante 246, la conjecture, c'est qu'il y a une infinité de nombres premiers jumeaux. Donc, elle devrait être réduite à 2, mais ça, on ne sait pas le faire. Et Maynard a aussi montré qu'il existe des groupes de beaucoup de nombres premiers dans des intervalles bornés. Maintenant, on va regarder des intervalles où il n'y a aucun nombre premier à l'intérieur. Donc, on sait que l'intervalle moyen entre deux nombres premiers plus petits que x, c'est log x. Ça veut dire que, évidemment, il y aura toujours des intervalles entre 1 et x de longueur log x sans aucun nombre premier à l'intérieur. La question, c'est à quel point on peut aller au-delà de log x. Donc, je vais définir cette fonction de x. C'est maximum pour tous les nombres premiers plus petits que x de cette différence Pn plus 1 moins Pn. C'est le plus grand trou, le plus grand écart entre deux nombres premiers. Alors, on va commencer par faire un modèle probabiliste, comme on avait fait précédemment. Alors là, je ne vais pas faire le modèle. Mais si on garde le modèle de Cramer, donc en tirant pile ou face avec probabilité 1 sur log n, on trouve que l'écart plus petit que x, il grandit comme log x carré. Donc ça, c'est ce qui est conjecturé par le modèle de Cramer. Donc ça, c'est beaucoup plus grand que la moyenne log x. Mais si on fait le raffinement, donc le modèle de Cramer-Granville, on trouve une autre conjecture que l'écart est au moins cette constante fois log x carré, moins epsilon, pour tout epsilon. Donc les deux modèles, encore une fois, sont incompatibles. Alors que pour les grands écarts, c'est beaucoup moins évident que ça devrait changer quelque chose. Pour les petits écarts, on a vu que le premier modèle disait qu'il y avait une infinité de nombres premiers qui diffèrent par 1. Mais ici, c'est beaucoup moins évident que le premier modèle devrait être incorrect. Mais on ne sait pas non plus analyser ce modèle raffiné pour montrer qu'est-ce que le modèle prédit. On a juste une borne inférieure comme ça. Alors, Banks, Ford et Tao ont un autre modèle probabiliste. Et ils peuvent montrer que dans leur modèle probabiliste, on a une borne supérieure qui est log x carré avec cette fonction-là qui tend vers l'infini doucement. Mais voilà, c'est aussi un modèle très difficile à analyser. Et ils obtiennent aussi la même borne inférieure que le modèle précédent. Mais ils ont des conjectures sur l'analyse de ce nouveau modèle. Et si les conjectures sont vraies, alors en fait, la bonne réponse, ça devrait être la constante que j'ai mise au-dessus, 2e exposant moins gamma, c'est la constante de Euler-Mascheroni, fois log x carré. D'accord? Mais en gros, l'intervalle, le plus grand trou entre deux nombres premiers plus petits que x, ça devrait grandir comme log x carré avec une constante. Mais voilà, même pour savoir quelle prédiction il faut faire, c'est pas facile. Donc j'ai mis ça c'est ce que Robert Vaughan a dit. It is evident that the primes are randomly distributed, but unfortunately we don't know what random means. Maintenant, je vais parler des résultats sur le plus grand trou entre les nombres premiers.
Et le premier résultat, c'était celui de Wesenius en 1931, qui dit qu'il existe un nombre premier plus petit que x tel que l'écart est plus grand que log x fois une certaine fonction v de x qui tend vers l'infini. D'accord? Donc, on peut faire plus grand. Donc, log x, c'est la moyenne, c'est l'écart moyen, et on peut faire plus grand que la moyenne par une constante qu'on peut faire tendre vers l'infini. Mais il n'a pas dit à quelle vitesse v tendait vers l'infini. Donc, d'autres personnes ont regardé à quelle vitesse ça tend vers l'infini. Alors, en théorie analytique des nombres, il y a pas mal de logs, vous avez vu tout à l'heure, là. Déjà, log x, log log sur log log log. Ça arrive naturellement. Vous avez même vu dans le premier slide avec le problème de la table de multiplication. Donc, c'est pas seulement que les méthodes donnent ce résultat, c'est ça, la réalité naturelle, les nombres entiers. Ils exhibent des comportements assez compliqués. Et ici, Erdős et Rankine ont montré que l'écart plus petit que x, c'était au moins log x fois cette fonction qui tend vers l'infini, mais c'est une fonction explicite, donc c'est une constante explicite. Et puis, log log fois log 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 sur log 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 au carré. Et donc, c'est une fonction qui tend vers l'infini, puisque les 4 logs là, ils sont négligeables devant ces 3 logs là, et qui sont négligeables devant ceux-là. D'accord? Erdős a proposé $10 000 à quiconque pourrait améliorer cette borne. Donc la question, c'est de montrer, de remplacer la constante là par une fonction qui tend vers l'infini. D'accord? Il y a des gens qui ont amélioré un peu la constante, mais la question, c'est vraiment de trouver une fonction qui tend vers l'infini. Donc on pense que ça devrait être log x carré ici. Donc là, on est encore loin de la conjecture. Et ce défi a été relevé par Ford, Green, Konyagin et Tao le 20 août 2014. Ils ont démontré qu'on pouvait remplacer ici C0 par une fonction qui tend vers l'infini. Voilà. Et ensuite, le 21 août 2014, Maynard, en fait, travaille aussi sur le problème. Et donc, il a une preuve complètement différente et tout à fait indépendante du même résultat que la constante. Elle peut être prise à la place, on peut prendre une fonction qui tend vers l'infini. Très bien. Et ensuite, ils ont combiné leurs forces. Et donc, ensemble, ils ont montré qu'il y a une infinité de x pour lesquelles g de x est au moins ça. Donc, dans les deux articles originaux, ils avaient juste remplacé C0 par une constante arbitrairement grande, ou une fonction qui tend vers l'infini à une vitesse qu'on ne connaît pas. Et là, ils ont montré que la fonction qui tend vers l'infini, en fait, c'est log, log, log. Donc, en fait, ils ont retiré le carré ici. Et ça, c'est le record. Donc, c'est beaucoup plus difficile que cette borne-là. Et c'est le record. Ils ont eu des $10 000 Ça, c'est une bonne question. Donc, il y a certaines personnes qui ont obtenu de l'argent pour les problèmes d'Erdős. Je ne sais pas exactement, eux, s'ils l'ont eu ou pas. Donc, l'exposé précédent, on a beaucoup parlé de Annals of Math. Donc, ça, c'était dans Annals. C'est les petits écarts aussi. La plupart des articles ici, c'est dans Annals. Donc là, je vais juste vous dire c'est quoi la stratégie basique pour toutes les preuves. Donc, à partir de celle de Wesenius jusqu'à la dernière. En fait, la seule construction de trou qu'on arrive à faire sans nombre premier, ça se base sur un lemme. Et le lemme, qu'est-ce qu'il dit? Donc en fait, fixons un grand nombre n. Le but, donc n, ça va tendre vers l'infini. Le but, c'est de trouver un k le plus petit possible et des entiers à 1 à k, à des translations, tel qu'on peut recouvrir l'intervalle 1n par des progressions arithmétiques où là, la différence commune de chaque progression, c'est le ième nombre premier. D'accord? Donc, je répète, on fixe un n très grand, et puis, on va prendre les nombres premiers 2, 3, 5, 7, etc. jusqu'à pk, et le but, c'est de prendre le k le plus petit possible en fonction de n, et puis, il faut recouvrir cet intervalle-là par des progressions arithmétiques, mais on a le droit de les shifter par a, qu'on peut choisir aussi. D'accord? Donc, en fait, le choix, c'est les AI. Donc, voilà un exemple. Là, j'ai pris n égale 8. Ça, c'est mon intervalle.
Et puis j'ai une progression bleue dont la différence est 2, une autre, la différence est 3, 5, 7, etc. Bah, ici, je m'arrête. Donc je prends k égale 4, je prends 4 progressions. Et puis, je dois choisir les AI pour que ça recouvre tout. Et donc là, la façon dont j'ai fait, ça recouvre l'intervalle entre 1 et 8. D'accord? Et le but, c'est de trouver la façon la plus efficace de faire ça quand n tend vers l'infini. Donc trouver le plus petit k en fonction de n, etc. Et donc, l'épreuve précédente, c'était améliorer la façon dont on fait ça. Donc c'est un problème qui ne parle pas vraiment des nombres premiers. Enfin, un petit peu ici quand même. Voilà, ça c'était pour les grands écarts. Maintenant, je vais regarder combien de temps il me reste. 20 minutes. Maintenant, on va parler d'un sujet complètement différent sur lequel James a travaillé. C'est l'approximation rationnelle de nombres réels. Donc, prenons un nombre réel, par exemple pi. Alors, vous connaissez bien, il y a des approximations rationnelles efficaces. 22 septièmes, 355 sur 113, c'est des approximations efficaces. Pourquoi est-ce que ça c'est efficace alors que ça c'est pas efficace? Dans cette fraction-là, si on regarde la différence avec pi, la différence est plus petite que la différence entre ça avec pi, mais l'efficacité, on la mesure en fonction de la taille du dénominateur. D'accord? Donc le but c'est de trouver des dénominateurs qui sont petits par rapport à la qualité de l'approximation. Donc, résultat classique dans ce domaine, c'est le théorème bien connu d'approximation de Dirichlet. C'est que n'importe quel nombre irrationnel alpha, pour n'importe quel nombre irrationnel, on peut trouver une infinité de a et q, telle que la différence alpha moins a sur q est plus petit que 1 sur q carré. Donc, une fraction de ce type-là, on aurait juste 1 sur q, mais on peut faire 1 sur q carré. Donc, ça ressemble plus à ces fractions-là. Alors, comme j'aurais besoin de ce théorème, je vais faire une démonstration très rapide. J'aurais besoin de ce théorème dans la deuxième partie. Donc, ça, c'est une autre version du théorème. Donc, si on fixe un naturel d, alors pour chaque réel alpha, il existe une fraction a sur q, telle que alpha moins 1 sur q, c'est plus petit que 1 sur qd, et le q est plus petit que d lui-même. D'accord? C'est un tout petit peu plus technique que le précédent, mais la version 2 implique la première version, puisque d est plus grand que q. D'accord? Et puis avec ça, on peut trouver une infinité, pas seulement 1. Donc, je vais faire la démonstration de cette deuxième version. Donc, j'ai remis l'énoncé en haut. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va considérer les d plus un nombre, 0, partie fractionnaire de alpha, partie fractionnaire de 2 alpha, etc., jusqu'à d alpha. Donc, la partie fractionnaire, c'est les nombres après la virgule. Donc, tous ces nombres-là, et ce sont des nombres entre 0 et 1. Et il y en a d plus 1. Et en fait, quand on a d plus un nombre entre 0 et 1, forcément, il y en a deux qui vont être proches. Donc, on peut trouver n alpha et m alpha, deux nombres différents, tels que la différence est plus petite que 1 sur d. D'accord? Et ensuite, si on réécrit la partie fractionnaire comme le nombre moins sa partie entière, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence plus un certain entier, qui va être la différence des parties entières, est plus petite que 1 sur d. Et donc, si on réécrit ça, on a trouvé une fraction h sur nm qui a la bonne propriété. D'accord? Donc, le n moins m, c'est le q, donc on a bien ça. Donc, dans cette démonstration, j'ai utilisé la propriété que Dirichlet n'était pas italien, ce qui m'a permis de faire cette démonstration en français. Il aurait pu la faire en allemand. Alors ensuite, comment peut-on améliorer et généraliser le théorème d'approximation de Dirichlet, qui est très simple? Alors, on aimerait bien pouvoir ajouter des contraintes sur le dénominateur q. Donc, le théorème précédent, il nous dit qu'il existe une fraction, mais on n'a rien du tout comme information sur cette fraction. Donc, est-ce qu'il existe des bonnes approximations dont le dénominateur est premier, par exemple? C'est une question intéressante. Et puis, plus simplement, on a une borne 1 sur q carré, ici, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Alors, on ne peut pas toujours faire mieux que 1 sur q carré. Donc, si vous prenez le nombre d'or, faites n'importe quelle approximation,
elle va être plus grande qu'une constante sur Q carré. Donc on peut peut-être améliorer la constante, au lieu de 1, mettre quelque chose de mieux, mais pas beaucoup. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on veut vraiment savoir approximer tous les nombres irrationnels, on ne va pas pouvoir faire mieux, parce qu'il y a des exceptions comme ça. Mais on peut se dire peut-être que ces exceptions, elles sont rares. Peut-être qu'on peut les enlever. Et donc ici, on va remplacer pour tout irrationnel alpha par pour presque tout irrationnel alpha. Donc on va autoriser un ensemble de mesures 0 pour la mesure de Lebesgue. D'accord? Et maintenant, si on retire un ensemble de mesures 0, est-ce qu'on peut faire mieux comme fonction que 1 sur Q carré, une décroissance plus rapide? Alors, pour faire ça, il y a ce théorème de Khinchin, 1924, qui nous dit que pour presque tout alpha, il y a une infinité de A et Q telle que alpha moins 1 sur Q est plus petit que epsilon Q sur Q carré. Ça, c'est... En fait, le théorème dit exactement pour quel epsilon Q cette phrase va être vraie. D'accord? Donc c'est très fort. Non seulement il y a on peut dire explicitement ce qu'on peut prendre pour epsilon Q, mais en fait c'est une loi de 0,1. C'est soit... Enfin, si on se fixe une suite, il y a un critère pour dire quand est-ce que le théorème là sera vrai ou pas. Donc pour epsilon Q égale 1 tout le temps, c'est le théorème de Dirichlet, on sait que c'est vrai. Mais là, le théorème, c'est un critère pour savoir quand est-ce que c'est vrai. Donc le critère, ça va être la divergence ou la convergence de cette série, Q epsilon Q. Donc par exemple, comme la somme de 1 sur Q log Q diverge alors que la somme de 1 sur Q log Q exposant 1 plus epsilon converge, eh bien, dans un cas, on va pouvoir trouver une infinité de rationnels qui approximent comme ça alpha, mais dans l'autre cas, on ne pourra pas. OK? Et donc les deux résultats, c'est à chaque fois pour presque tout alpha. D'accord? Donc en fait, quand on se fixe une suite epsilon 1, epsilon 2, etc., ça veut dire qu'on va se fixer la longueur des intervalles. Donc ici, j'ai toutes les fractions avec un dénominateur fixé, Q, et puis le epsilon, il va déterminer quelle est la longueur de ces petits intervalles. Et donc la question, c'est quand est-ce que la plupart des nombres réels vont tomber dans une infinité de tels intervalles. Et donc selon la valeur de cette suite, epsilon Q, c'est possible ou pas. Mais le théorème, il a un petit souci, c'est qu'on demande que la suite soit décroissante. Donc ça marche dans ces cas-là, mais ça ne marche pas en toute généralité pour toute suite epsilon i. Alors que nous, on était aussi intéressés pour les nombres premiers. Donc en fait, si on veut approximer un irrationnel par une fraction dont le dénominateur est un nombre premier, en fait, ce qu'on veut prendre, c'est que pour les nombres q qui ne sont pas premiers, on veut prendre epsilon q égale 0. D'accord? Comme ça va nous dire qu'on va enlever les fractions dont le dénominateur n'est pas premier. Et ces suites-là, dont le dénominateur est égal 0, elles ne vont pas du tout être décroissantes. Donc le théorème n'est pas applicable. Là, il y a un autre théorème de Dauphin-Schaeffer. Donc le théorème est plus général que ça, mais en particulier, il implique que pour presque tout alpha, il existe une infinité de fractions a sur p où p est premier, telles que alpha moins a sur p est plus petit que 1 sur p2 moins epsilon. Et en fait, c'est même un critère, comme avant, pour savoir quelles fonctions sont possibles. Donc ce théorème-là, c'est un théorème de type presque tout, et il va permettre de résoudre la question dans le cas des nombres premiers, comme dénominateur. D'accord? Si on veut remplacer le presque tout par pour tout irrationnel alpha, alors ce qu'on sait, c'est beaucoup moins fort que ça. On a un mauvais exposant 4 tiers. On pense qu'on pourrait faire 2, mais on ne sait pas le démontrer. Par contre, en autorisant un ensemble de mesures 0 d'exception, on peut démontrer un théorème comme ça. Donc j'ai démontré un théorème où dans un cas, il y avait une condition que la suite des epsilon était décroissante, et dans l'autre cas, j'ai pu faire une suite qui est supportée sur les nombres premiers. Okay, qui est non nulle. La suite des epsilon est seulement non nulle pour les nombres premiers. Mais ce qu'on veut, ce qu'on aimerait bien, c'est d'avoir un théorème complètement général qui marche pour toutes les suites. Donc on se fixe une suite de nombres réels, epsilon 1, epsilon 2, etc. Et on aimerait savoir quand est-ce qu'on peut
approximer presque tous les nombres irrationnels avec une erreur epsilon q sur q carré. Donc voilà le problème général. Là, j'ai pris des delta i ou des epsilon i. C'est la même chose. Donc L0, c'est l'ensemble des nombres alpha, tels que alpha moins a sur q est plus petit que delta q pour une infinité de a à q. Donc ça, c'est l'ensemble des nombres qui sont bien approximables pour cette suite delta q. Et puis on peut se poser un deuxième problème. On peut aussi demander que a et q soient premiers entre eux. C'est naturel. Peut-être qu'on ne veut pas avoir des fractions qui sont réductibles. Donc les deux problèmes sont intéressants. Et en fait, le deuxième problème est plus facile à expliquer. Enfin, pour ce problème-là, c'est plus facile d'expliquer la conjecture. Donc la conjecture de Duffy-Schaeffer, c'était qu'on avait aussi un critère pour savoir quand est-ce que la mesure est 1 ou 0. Donc la mesure 1, ça veut dire que presque tous les alphas, on peut les approximer une infinité de fois. Et mesure 0, ça veut dire que presque aucun. D'accord? Donc ça, c'est un critère ultime pour savoir quand est-ce qu'on peut les approximer. Donc ça marche avec L, donc premier entre eux. Et si on veut l'autre ensemble, où on autorise les fractions quand le dénominateur réduit, alors là, il faut changer un petit peu les delta Q. Je n'ai pas mis la définition. Mais on a aussi un critère explicite. Donc, si on se donne une suite de delta I, on va regarder cette série. Donc ça, c'est la fonction indicatrice de l'air. Si elle est infinie, alors la mesure est 1. Si elle est finie, la mesure est 0. C'est la conjecture. Et dans l'autre cas, c'est pareil. Donc ça généralise le théorème où il y avait la condition de décroissance, le théorème où on regardait les nombres premiers, parce que ça marche pour n'importe quelle suite. Donc on peut avoir le support qui est n'importe quoi, la fonction qui fait un peu n'importe quoi. Donc c'était une conjecture fondamentale dans le théorème des approximations différentielles. Et James Maynard et Dimitris Koukouopoulos ont démontré en 2020. Donc ils ont démontré que la conjecture de Duffy-Schaeffer est vraie, celle-ci. Et en fait, on savait déjà que celle-ci implique la deuxième. Donc maintenant, voilà. C'est un théorème très fort parce que ça dit exactement dans toutes les situations qu'est-ce qui se passe. Ça, c'était pour l'approximation différentielle. Il me reste combien de temps? 7 minutes. Maintenant, je vais aller plus rapidement et je vais vous parler d'autres résultats de James Maynard. James Maynard a fait beaucoup de résultats très impressionnants. On en a déjà vu 3. Maintenant, on peut regarder d'autres résultats. Ce résultat-là, je ne vais pas l'expliquer de manière précise. Je vais juste parler un petit peu du problème général et de la philosophie. Si on prend un nombre Q et puis un nombre A premier avec Q, on peut se demander combien y a-t-il de nombres premiers P, tel que P est congru à A modulo Q. Donc, par exemple, combien y a-t-il de nombres P plus petit que X congru à 1 modulo 4, congru à 3 modulo 4? 2 modulo 4, ça va être très petit, le nombre de solutions. D'accord? Et en fait, si Q égale 1, en fait, cette condition-là, elle n'existe pas. Et donc, on retrouve le théorème des nombres premiers, l'hypothèse de Riemann, dont on a déjà parlé, etc. Donc, c'est un problème strictement plus difficile que tout ça. Alors, voilà ce qu'on sait. Il y a le théorème de Siegel-Wald-Fish. J'ai pris la notation pi x a q, c'est une notation standard, le nombre de nombres premiers qui sont congrus à 1 modulo q et qui sont plus petits ou égaux à x. D'accord. Et en fait, on croit qu'il y aurait un nombre égal à peu près de nombres premiers congrus à 1 modulo 4 et 3 modulo 4. C'est les deux possibilités modulo 4. Et donc, si on compte le nombre de nombres premiers congrus à 1 modulo 4, on devrait avoir le nombre de nombres premiers total divisé par 2. Et pareil pour 3 modulo 4. D'accord. Et donc, ce qu'on pense, c'est que le nombre de nombres premiers congrus à 1 modulo q, c'est le nombre de nombres premiers total, li de x, divisé par phi de q, c'est le nombre de possibilités pour a premier avec q. D'accord? Et ça, c'est un théorème. C'est le théorème de Siegel-Wald-Fish, que ça, c'est équivalent à ça. Et le théorème de Siegel-Wald-Fish, non seulement c'est équivalent, mais on a un terme d'erreur qui est comme précédemment. D'accord? X sur n'importe quelle puissance de log. Et on peut aussi généraliser l'hypothèse de Riemann. Et donc, on obtient un terme d'erreur qui est x à la puissance 1,5. Et ça, c'est encore plus dur que l'hypothèse de Riemann standard.
Non, parce que c'est plus dur que les nombres premiers. C'est d'abord la vallée plus simple. Dirichlet, c'est la densité des séries de Dirichlet, Ouais. avec la densité naturelle. Le théorème de Dirichlet, il dit effectivement qu'il y a une infinité de nombres premiers congrue à 1 modulo Q sous ces conditions-là. Après, le théorème de Siegel-Wolfisch, c'est une version quantitative où non seulement on sait qu'il y en a une infinité, mais on sait combien il y en a. Il y en a ce nombre-là, l'i de x sur phi de q. D'accord ? Mais alors, en fait, ce qui est subtil, c'est la relation entre x et la taille de q. Donc si on prend q égale 4 et x est très 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 grand, donc on a beaucoup de nombres premiers et ils vont tomber dans seulement deux classes. Par contre, on peut imaginer qu'on prend x qui est très 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 grand et q qui est de taille racine de x. Donc là, il y a beaucoup plus de classes possibles, il y en a peut-être racine de x classes possibles. Et donc c'est plus dur, beaucoup plus dur de montrer qu'ils vont s'équirépartir dans toutes les classes possibles. Donc montrer qu'on a l'équivalence entre pi x à q et l'i de x sur phi de q. En fait, même si on suppose l'hypothèse de Riemann généralisée, on a ce résultat seulement quand x est plus petit que racine, q est plus petit que racine de x, à peu près. D'accord ? Mais on pense que dès que x est un peu plus grand que q, donc on a moins de classes que de nombres premiers, on pense qu'ils s'équirépartissent. Donc dans cette région-là, on devrait avoir l'équirépartition dans les classes, mais même si on suppose l'hypothèse Riemann, c'est seulement pour les q beaucoup plus petits que x, et avec le théorème de Siegel-Wolfisch, c'est seulement les q qui sont de taille logarithmique en x, pour lesquels on sait le faire. Et Maynard a démontré des théorèmes qui parviennent d'aller plus loin que 1,5. On ne sait pas faire 1,5, mais lui, il arrive à aller plus loin dans certaines situations, donc, en moyenne, et puis avec... voilà, c'est des résultats très techniques, donc je ne vais pas les écrire aujourd'hui, mais il a fait des résultats très importants, parce que c'est un domaine très important de la théorie analytique des nombres. Donc le 11 juin, un article de 102 pages, puis le 12 juin, puis le 15 juin, il a fait 200 pages au total. Et en fait, le 13 et 14, c'était un week-end, donc c'est pour ça. Alors maintenant, un autre résultat, c'est les polynômes qui prennent des valeurs premières. D'accord ? Donc on a déjà vu le quatrième problème de Landau, c'était p égale n carré plus 1. Okay. Alors maintenant, on va regarder un polynôme plus général, voilà, plusieurs variables. Et en fait, dans certains cas, on peut montrer qu'il y a une infinité de nombres premiers qui s'écrit sous ce polynôme. En fait, on a déjà vu l'exposé précédent que tous les nombres naturels s'écrivent comme somme de 4 carrés. En particulier, tous les nombres premiers aussi. En fait, plus on a de variables pour un degré fixé, plus c'est facile. Okay. En fait, les polynômes pour lesquels c'est vraiment très dur, c'est les polynômes que j'appelle peu denses. Les polynômes peu denses, c'est ceux qui prennent nettement moins que x valeurs dans l'intervalle 1 à x. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on prend tous les nombres naturels entre 1 et x, et puis on regarde tous les nombres parmi ceux-là qui peuvent s'écrire comme une valeur d'un polynôme, peut-être un polynôme à plusieurs variables, quand on met des inputs qui sont des entiers. Okay. Et donc, le polynôme x1 au carré plus etc. jusqu'à x4 au carré, il n'est pas du tout peu dense parce qu'il prend tous les entiers. Par contre, le polynôme x carré plus 1, lui, il est peu dense puisqu'il prend que racine carrée valeur différence entre 1 et x. Okay. Et donc, si l'exposant est strictement plus petit que 1, c'est une question très difficile. Un résultat extrêmement important, c'est celui de Friedlander et Iwaniec. En 1998, il y a une infinité de nombres premiers de la forme a carré plus b4. Donc ça, c'est un polynôme à deux variables qui prend en fait x exposant 3 quarts valeur entre 1 et x. Donc c'est un polynôme peu dense, c'est le premier polynôme pour lequel on a réussi à démontrer qu'il y avait une infinité de nombres premiers. Donc là, la preuve, elle est très compliquée, elle utilise voilà, que ça ressemble à carré plus b carré, et puis ça utilise de l'algèbre aussi. Et puis en 2001, Heath-Brown a réussi à démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers de la forme 1 cube plus 2 fois un autre cube. Ça aussi, c'est un polynôme peu dense, ce qui prend x exposant 2 tiers valeur entre 1 et x. En fait, avant Maynard, c'était les deux seuls exemples de polynômes peu denses pour lesquels on savait le faire. Et quelque chose d'assez surprenant,
c'était qu'avant ce résultat de Heath-Brown, on ne savait même pas qu'il y avait une infinité de nombres premiers qui était une somme de 3 cubes. Alors que lui, il a démontré qu'on peut écrire une infinité. Donc la seule manière dont on sait qu'il y a une infinité de nombres premiers qui est une somme de 3 cubes, c'est en prenant 2 des cubes qui valent la même chose. Donc c'est assez surprenant. Et puis Maynard, en 2015, dans son article Primes Represented by Incomplete Norm Forms, a donné une famille infinie de polynômes peu denses, de n'importe quel degré, avec une condition sur le nombre de variables. Donc voilà, ça généralise beaucoup les résultats précédents. Les coefficients les coefficients des polynômes sont positifs. Donc, il y a des conditions évidentes pour que ça soit vrai. Non, mais en général, pour un polynôme là, il faut que les coefficients soient positifs. Pour être prudent, il faut que les coefficients soient positifs. Les coefficients entiers. Quand on dit entier, c'est positif. D'accord. Je suis pas sûr, mais c'est une bonne question. Je crois que c'est pas nécessaire, non. Si x carré moins 2y4. Si je ne dis pas de bêtises, il y a le polynôme qui prend que des valeurs entières de Mathias Helix, 26 variables. Voilà, mais en tout cas, le théorème ne dit pas que ça marche pour tous les polynômes peu denses. Il dit qu'il il en existe. Alors, j'ai bientôt terminé cet exposé et je vais faire une boucle. Je vais revenir au problème de Landau dont j'ai parlé. Et en fait, on a déjà parlé un peu des 3 derniers problèmes. Il existe une infinité de p telle que p plus 2 est premier. Ça, c'est lié à l'écart entre les nombres premiers. Et donc là, il y a eu des résultats exceptionnels qui montrent que si on remplace 2 par un nombre, on ne sait pas lequel, mais entre 2 et 246, alors c'est vrai. Conjecture de Legendre, ça c'est les grands écarts entre les nombres premiers. Donc ça, c'est montrer qu'il n'existe pas de grand écart de taille racine de x entre 1 et x. Donc c'est un peu différent du problème que j'ai montré tout à l'heure. Mais c'est lié aux grands écarts entre les nombres premiers. Ensuite, valeur première de polynôme. Ça, on a vu d'autres polynômes. Donc si on prend les polynômes à une variable, il n'y a aucun exemple qu'on connaît, sauf les polynômes linéaires, qui prennent un nombre infini de valeurs premières. Mais avec plus qu'une variable, on sait le faire. Donc, je n'ai pas parlé de la conjecture de Goldbach. Maintenant, je vais le faire. Donc, Vinogradov, en 1930, avec la méthode du cercle, a montré que tout entier impair, suffisamment grand, est la somme de 3 nombres premiers. Donc ça, c'est un théorème. D'accord ? Donc, on ne sait pas dire que tout nombre pair est somme de 2 nombres premiers, mais on sait dire que tout nombre impair est somme de 3 nombres premiers. C'est très impressionnant. Et Maynard, avec des collaborateurs, en 2016, ont montré une amélioration. Non seulement on peut écrire n comme la somme de 3 nombres premiers P1, P2, P3, mais en plus, on peut demander que les 3 nombres premiers soient tous très très proches de n sur 3. Donc c'est une relation un peu technique, mais c'est assez fort parce que l'exposant là, donc c'est très 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 proche de n sur 3. Et l'erreur c'est n exposant 0,55. Mais en fait, on ne peut même pas descendre en dessous de 0,52 théoriquement, puisque pour cet intervalle-là, on ne sait même pas s'il existe un nombre premier là-dedans, quand x tend vers l'infini. D'accord ? Et donc là, il arrive... Donc ça, c'est le record pour savoir où est-ce qu'il existe un nombre premier dans l'intervalle qui commence à x. Et lui, juste en ayant un tout petit peu au-dessus, il a réussi à montrer qu'on peut prendre... Donc, on sait qu'il existe des nombres premiers dans cet intervalle-là, pour cette valeur de l'exposant. Et alors, il peut écrire tout entier suffisamment grand, comme somme de 3 nombres, comme ça. Et enfin, le dernier résultat dont je vais parler. En 2016, Maynard a démontré qu'il existe une infinité de nombres premiers P dont l'écriture décimale omet le chiffre A0. Et donc, on prend n'importe quel A0. Et ça, c'est un résultat qu'on peut parler aux enfants, ils comprendront. Donc, les nombres premiers qui ne contiennent pas de chiffre 7, disons, c'est à peu près 9 dixièmes exposant 10, puisque voilà, la probabilité qu'un nombre aléatoire, plutôt à n chiffres, n'ait pas de chiffre 7, c'est 9 dixièmes exposant 10, puisqu'on retire 1 dixième des chiffres à chaque fois, exposant n, pardon. Et donc, le nombre de nombres qui n'ont pas de chiffre 7, plus petit que x, c'est x exposant ce nombre-là, qui est une constante plus petit que 1. Donc là, encore une fois, on voit que les entiers de cette forme-là, forment un ensemble peu dense avec la définition tout à l'heure.
C'est pour ça que c'est un théorème très, très fort et surprenant. Et dans la deuxième partie de cet exposé, je vais vous parler un peu de la démonstration de ce théorème. Celui-ci, mais je vais faire des... Donc voilà, j'ai décidé d'être un peu ambitieux et de vous montrer un théorème très fort et qui a un lien avec les travaux de Maynard. Donc je vais faire ce théorème-là, mais je ne vais pas faire une preuve complète. Je vais omettre des détails et puis je vais faire beaucoup de simplifications. Je vais me mettre dans les hypothèses voilà, les plus favorables possibles. Et aussi, je ne vais pas travailler en base 10. Je vais travailler en base B, où B est un grand nombre premier. Mais dans ce cas favorable, c'est remarquable, c'est que on peut faire une démonstration beaucoup plus simple que la démonstration de ce théorème-là. Donc ce théorème-là, il est ultra technique, mais la présentation que je vais vous faire la deuxième heure, elle est assez abordable. Mais je ne vais pas vous faire une démonstration complète. Donc voilà, en conclusion, ça, ce sont les 4 médailles Fields, James, Marina, June et Hugo. Et donc, j'ai traduit la phrase « James Maynard reçoit la médaille Fields 2022 pour ses contributions à la théorie analytique des nombres qui ont conduit à des avancées majeures dans la compréhension de la structure des nombres premiers. » Donc ça, c'est les écarts, les petits écarts, les grands écarts. Et l'approximation diophantine, ça, c'est l'approximation de nombres réels par le nombre naturel. Merci de votre attention.